Factory Studio. Oui, en fait, merci pour m'avoir posé cette question. En fait, c'est Maître Pascal Maloji. Maître Pascal Maloji, que les autres appellent Maître Maloche. Maître Pascal, c'est lui le président de l'Organisation congolaise des droits de l'homme en République démocratique du Congo, ce qu'on appelle OCDH, que vous reçoit aujourd'hui. C'est comme vous venez de poser la question. L'OCDH, en fait, l'Organisation congolaise des droits de l'homme, c'est vraiment une structure de défense des droits de l'homme. C'est l'Organisation congolaise des droits de l'homme, comme vous venez de le dire, en abrégé OCDH. C'est l'association sans but lucratif. C'est vraiment l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Et en abrégé qu'on appelle OCDH. L'importance d'une association de défense des droits de l'homme, comme ça se fait presque partout, c'est juste pour arriver à contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Comment on peut promouvoir les droits de l'homme? C'est par l'éducation de la population et la formation que nous organisons souvent pour permettre à ce que notre peuple arrive à connaître ses droits et ses obligations. Pourquoi? Parce que dans un pays où un peuple n'arrive pas à connaître ses droits, il ne sera pas en mesure de les défendre. Parce que le peuple lui-même est le premier défenseur de ses propres droits, même s'il y a des experts que nous sommes pour arriver à assurer cette défense-là ou cette promotion-là. Et la protection, en fait, nous intervenons souvent pour rappeler le pouvoir public qui est appelé à assurer premièrement la protection de la population congolaise. Et le pouvoir public, des fois, n'arrive pas à jouer correctement son rôle pour le rappeler à l'ordre, pour l'aider, pour jouer un peu le rôle de conseiller. Parce qu'en fait, le pouvoir public arrive à signer des traités, des pactes sur le plan international liés à la protection des droits de l'homme. Mais dans l'applicabilité de ces principes signés par le pouvoir public, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de failles. C'est le cas de la République démocratique du Congo, où nous constatons que, étant signataire, par exemple, de pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, aux droits socio-économiques, ainsi de suite. Mais en pratique, ce sont ces droits qui sont constamment violés en République démocratique du Congo. Donc l'Organisation congolaise des droits de l'homme est là pour rappeler le pouvoir public de revenir au bon sentiment, en fait, d'assumer réellement ses responsabilités pour que les droits de l'homme soient protégés. Nous faisons le monitoring, c'est-à-dire nous recensons des cas de violation des droits de l'homme, nous les documentons, et il arrive aussi que nous faisons l'assistance bénévole sur le plan judiciaire, en fait, des victimes des violations des droits de l'homme. Bon, mais merci, monsieur le journaliste. Si ce point, en fait, je dis que les droits de l'homme existent, mais au vu de la question posée, l'existence des droits de l'homme, c'est sur le plan des textes. Sauf dans notre pays, il n'y a pas le respect ou l'application de ces textes-là que la République et le pouvoir public a ratifié. C'est-à-dire, il y a la violation massive des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Vous comprenez un peu. Si je prends l'exemple, par exemple, l'exemple de droits socio-économiques, et je vous pose la question, pourriez-vous constater qu'en réalité, dans notre pays, les droits socio-économiques de notre peuple est respecté? Non. C'est-à-dire qu'on peut déduire beaucoup de cas et donner d'exemples de violation de ces droits-là. Les droits civils et politiques, c'est comme vous l'avez dit, en donnant l'exemple du 19. C'est-à-dire le pouvoir public qui est censé protéger les droits de l'homme, n'est-ce pas? C'est ce pouvoir public qui parvient même à contribuer
à la violation, à cette violation de ces droits. C'est ce qui pose problème. C'est pour cela, en fait, vous pouvez poser à n'importe qui la question en République démocratique du Congo si les droits de l'homme existent ou si les droits de l'homme sont respectés. Mais on va vous dire qu'il n'y a pas les droits de l'homme. Il n'y a pas les droits de l'homme. Pourquoi? Parce que le pouvoir public qui est censé assurer la protection des droits de la personne humaine ne joue pas son rôle correctement. Et arrive même, plus grave encore, arrive même à trouver les activistes des droits de l'homme que nous sommes comme les ennemis du pouvoir public. C'est là où il y a drôle. C'est là où nous disons qu'il y a certains animateurs du pouvoir, c'est-à-dire certains membres. Je parle certains, pas tous. Il y a certaines personnalités qui, en réalité, sont en train de présenter l'image de l'activiste des droits de l'homme comme un ennemi. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à critiquer ce qu'ils sont en train de faire. On ne condamne pas, mais on critique. On rappelle à l'ordre. Pourquoi avoir signé les textes sur le plan international vous obligeant de protéger les droits de l'homme et dans la pratique, vous ne le faites pas? C'est ce que nous disons, qu'on ne condamne pas, mais on est en train de pousser le pouvoir public à respecter et à protéger les droits de l'homme parce qu'il a ratifié les pactes liés effectivement à la protection des droits de l'homme sur le plan international. Et notre pays est membre des Nations Unies. Et dans le cadre des Nations Unies, il y a de ces principes auxquels la République est appelée à respecter et à protéger davantage les droits de l'homme. Okay. Quelle différence a-t-il entre OCDH et CNDH? Ah, la différence entre CNDH et OCDH. Ah, CNDH et OCDH. Bon, je venais de vous dire, messieurs les journalistes, que l'OCDH, en bref, parce qu'il faut faire la part des choses, l'Organisation congolaise des droits de l'homme. C'est l'ASBEL, c'est vraiment l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme à but lucratif. Est tout à fait différente de la Commission nationale des droits de l'homme. Ça, c'est une structure du pouvoir. C'est le pouvoir qui a mis en place une commission nationale des droits de l'homme pour arriver à faciliter le suivi des violations, des cas de violation des droits de l'homme. Vous comprenez un peu? Maintenant, l'OCDH, c'est l'Organisation congolaise des droits de l'homme qui est tout à fait différente d'une structure étatique. Ça, c'est vraiment l'organisation qui est privée. Ça, ce sont l'organisation non gouvernementale composée par des individus, des tierces personnes. Vous comprenez un peu? Et qui ne sont pas, on dit l'organisation non gouvernementale. Vous comprenez un peu? Mais CNDH, c'est une commission créée par le pouvoir public. Ça, c'est gouvernemental. C'est le gouvernement qui a mis en place une commission nationale des droits de l'homme, mais que nous constatons en soi a des difficultés pour arriver à travailler correctement parce que nous pensons que le pouvoir public ne donne pas les moyens ou ne facilite pas à cette structure nationale de jouer son rôle qu'on attend d'elle. C'est dans ce sens que nous disons qu'il y a une grande différence entre l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme qu'on appelle OCDH, Organisation congolaise des droits de l'homme, avec Commission nationale des droits de l'homme, qui est créée et soutenue, financée par les gouvernements de la République. Et nous sommes financés par nous-mêmes, c'est-à-dire les membres de l'Organisation congolaise des droits de l'homme, certains partenaires qui nous viennent en aide pour que nous puissions fonctionner. C'est ça la différence. Si je comprends bien, OCNDH essaye de porter un peu correction à CNDH. Non, c'est-à-dire l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme qu'on appelle OCDH a existé avant la création de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous comprenez un peu? Et j'insiste en disant que cette Commission nationale des droits de l'homme créée par le pouvoir public, c'est dans le cadre des suivis des cas de violation des droits de l'homme sous les auspices du pouvoir public.
Vous voyez un peu? Et c'est le pouvoir public qui finance les activités de la Commission nationale des droits de l'homme. Mais l'organisation non gouvernementale des droits de l'homme qu'on appelle OCDH, ça c'est vraiment une structure des individus, c'est-à-dire des personnalités qui nous sommes pour arriver à conseiller, pourquoi pas, l'État congolais dans son ensemble. Pourquoi pas aider notre peuple à connaître ses droits et être en mesure de les défendre. C'est dans ce sens que nous jouons ce rôle en tant qu'une structure de la société civile pour appuyer la bonne marche de la société congolaise. Qui est derrière nous, monsieur le journaliste? Qui est derrière OCDH? Mais derrière OCDH, il y a les textes, il y a la volonté de faire respecter les droits de l'homme dans notre pays. Et vous voulez à ce que je vous dise qu'il y a des partenaires. Nous ne comptons pas davantage sur les partenaires, nous comptons sur la volonté qu'a les Congolais, et même d'abord, pour arriver à protéger les droits de l'homme dans leur pays, à pousser les pouvoirs publics de respecter les droits humains. Vous comprenez un peu? Parce que lorsqu'on dirige le peuple et on ne tient pas compte de la protection de ces mêmes peuples-là, c'est comme si on n'a rien fait. Et je vous rappelle, ce n'est pas pour rien que vous allez constater ou vous allez comprendre que au niveau des Nations Unies, notre pays est sous l'œil vigilant, n'est-ce pas, de l'Organisation internationale des droits de l'homme. C'est-à-dire la République démocratique du Congo, au vu des situations criantes de violations des droits de l'homme en répétition, une disposition a été signée pour que toute personne, qu'il soit du pouvoir ou qu'il soit hors pouvoir, qui va œuvrer pour la violation des droits de l'homme, alors ce monsieur, dès que le dossier est documenté, il va tôt ou tard répondre pour des cas de violation des droits de l'homme retenus à sa charge. Et c'est pour cela que nous sommes en train de demander à tous ceux qui nous suivent, qui sont habitués à violer constamment les droits de l'homme dans notre pays, quelle que soit leur appartenance auprès du pouvoir ou ailleurs, qu'ils sachent que tous les actes qu'ils vont commettre, ces actes seront enregistrés et ils vont répondre un jour. Tant mieux qu'ils se réservent à violer les droits de l'homme. Nous n'allons pas supporter que les droits de l'homme soient constamment violés parce que vous avez une parcelle de pouvoir, parce que vous êtes tel, parce que vous êtes tel. Non, notre pays, comme vous venez de le dire, a besoin. En fait, notre peuple a le souhait majeur à ce qu'en fait, ses droits soient protégés. Et que dites-vous du jugement lu par la Cour constitutionnelle après avoir reçu la requête de la CENI? Est-ce que premièrement la CENI a l'amabilité de déposer requête auprès de la Cour constitutionnelle ou pas? Et combien de juges faut-il avoir dans la Cour constitutionnelle pour siéger valablement et statuer sur un dossier? Merci, monsieur le journaliste, pour une question. En fait, moi, je suis juriste, mais je pense que vous m'amenez là pour que je puisse juste donner mon point de vue sur la haute cour, la cour constitutionnelle, qui est notre cour de justice. J'étais en train d'écouter beaucoup de gens parler de la cour constitutionnelle à ce qui concerne l'avis donné sur la requête de la CENI. Mais d'emblée, je vais tout simplement dire que il y a quelques hauts magistrats qui se sont désistés juste pour ne pas donner leur avis à ce qui concerne la requête de la CENI. Vous voyez un peu? Et ce sont des gens épris de liberté. Et c'est pour cela que l'Organisation congolaise des droits de l'homme s'est mise à féliciter ces hauts magistrats. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui doivent exprimer l'indépendance même du pouvoir judiciaire. Vous comprenez un peu? Et c'est ça que nous souhaitons à ce que, si on dit qu'il faut qu'il y ait une majorité, vous comprenez, pour que on prenne la décision,
et cette décision a cours légal. Et vous le dites qu'en fait, la haute cour constitutionnelle ou la cour constitutionnelle a pris une décision sans être dans la majorité, sans avoir les membres requis pour ce que l'analyse ou l'avis sur la requête de la CENI puisse passer. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et selon vous, vous pensez que la majorité de la haute cour devrait être composée à combien? Il y a 9 juges, n'est-ce pas? Selon les textes, quel dit les textes? Les textes disent effectivement il faut qu'il y ait cette majorité qui doit siéger afin de prendre des décisions à ce sujet-là. Il semble effectivement que la Cour est arrivée à prendre cette disposition en faisant la politique. Vous voyez un peu, et nous demandons tout simplement à notre Cour de pouvoir revenir davantage au texte. Vous comprenez un peu? Parce qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle. Et c'est cette Cour qui, pour le moment où la République démocratique du Congo est en train de traverser une période de son histoire, une période si difficile, il faut que la haute cour, la Cour constitutionnelle, aide à ce qu'il y ait une bonne interprétation des textes des lois, c'est-à-dire la Constitution qui est la mère des lois. Si la Cour constitutionnelle est arrivée juste à faire ce qu'elle a fait, bon, nous aurons à connaître en plus pourquoi la Cour est arrivée à dire cela. Mais d'emblée, nous constatons qu'il n'y avait pas effectivement la majorité. Et nous avons félicité effectivement les juges qui se sont abstenus. Pourquoi? Parce que la matière présentée par la CENI à ce qui concerne la prolongation de la période des élections, vous voyez un peu, sans présenter le calendrier, c'était dans le but de solliciter une certaine justification ou un certain pouvoir, c'est-à-dire la légalisation des actes de la CENI par la Cour constitutionnelle. C'est dans cet esprit qu'on veut présenter la Cour à notre peuple pour dire qu'effectivement, c'est la Cour constitutionnelle qui a dit. Et nous sommes là parce que la Cour a dit. Parce que c'est le dernier rempart. C'est pourquoi nous demandons à ce que des décisions qui doivent émaner de cette Cour doivent respecter en réalité les textes. Si ça n'a pas respecté les textes, non, le peuple a des dispositions à prendre à ces sujets. Et nous devons qu'encourager effectivement notre Cour constitutionnelle parce qu'il s'agit de la Cour, et on l'appelle cette Cour juge de qui? Juge du président de la République. Qui soit en mesure de juger aussi le président en cas de problème. Changer la décision de la Cour constitutionnelle? Ça, c'est une question un peu difficile. Vous me parlez de villes mortes ou de... Vous avez demandé à la population de se... Non, j'ai dit que la population a les mécanismes constitutionnels à faire. Nous avons cité un qui était la ville morte. Non, ne dis pas seulement la ville morte ou ne me dis pas ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne pousse pas la population de pouvoir aller à l'encontre des décisions de la Cour constitutionnelle. Je venais de demander qu'elle... a agi en faux, le quorum n'était pas atteint. Non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais la Cour doit... C'est pas nous, c'est les textes qui le disent. Non, le texte dit que la Cour doit faire quoi? Je suis un expert des textes, monsieur, je suis juriste. Je suis en train de dire tout simplement que si vous pensez que la Cour constitutionnelle a agi illégalement, ça engage que vous. Mais moi, en tant que juriste, je demande aux magistrats qui composent notre haute Cour constitutionnelle de prendre leurs responsabilités au moment où le Congo est en train de traverser une période difficile. Le tournant de son histoire. C'est dans ce sens que je dis, si la population arrive à penser que la Cour a pris une décision dans l'illégalité, dans le cadre de légitimer seulement les actions projetées par la CENI, ça s'engage quand même. Et en réalité, si cela étant, moi je pense que tout est renvoyé à la population. Ne pensez pas que la population a que... la ville morte. Hein?
embêté. C'est comme si vous poussez la Cour de ne pas tenir compte des villes mortes. Vous comprenez, si ces villes mortes, c'est l'expression pacifique du peuple congolais, moi je pense que la Cour doit réellement en tenir compte et non pas aller s'inscrire en faux en allant contre la justice et les aspirations de la population. Est-ce que la CENI peut saisir la Cour constitutionnelle? Il est demandé qu'il y a des dispositions de la loi, je peux me référer effectivement au texte régissant la Cour constitutionnelle. Toute personne peut arriver à saisir la Cour constitutionnelle. Mais la CENI s'est permis à saisir la Cour constitutionnelle dans quel cadre? C'est juste pousser la Cour constitutionnelle sur cette matière technique qui concerne la CENI. C'est-à-dire arriver à organiser les élections au-delà de la au-delà du délai constitutionnel. C'est dans quel but? C'est juste chercher la légitimation des aspirations de la CENI par la Cour constitutionnelle. Comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça, cette matière-là très sensible, nécessite à ce que ça soit légalisé par la Cour constitutionnelle? Ou la Cour constitutionnelle a l'obligation d'interprétation de la Constitution pour la bonne marche de la société congolaise? Pourquoi les dialogues? Pourquoi les hommes politiques cherchent un consensus? La recherche de consensus politique, c'est pour arriver à jeter des bases sur une bonne organisation des élections. C'est-à-dire pour arriver à définir ensemble la période de transition pendant cette période, la CENI peut arriver à organiser les élections. Je vous ai dit, si on ne tient pas compte des autres qui ne sont pas au dialogue, c'est-à-dire on fait fi des autres, on pense que non, on peut se servir de la Cour constitutionnelle pour marcher. Oh, vraiment, je suis très content de nos amis diaspora parce que vous m'avez coupé étant diaspora. Vous savez que je remercie en fait nos frères qui sont dans d'autres pays au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils doivent lutter pour que leur pays redevienne un état de droit. Ils doivent lutter pour que leur pays redevienne un pays qui aspire vers le développement. Et nous pensons que leur démarche, nous les encourageons et nous sommes de cœur avec eux. Parce que nous sommes aussi diaspora, nous voyageons souvent et nous nous disons que il faudra partout là où les Congolais se retrouvent, soient fiers de son pays et luttent pour qu'à jamais dans son pays il y ait la dictature. Comme des tristes mémoires que nous avons connues. Pour que jamais dans son pays qu'il y ait des violations des droits de l'homme, des violations massives des droits de l'homme. Parce que dans un pays en plein 21e siècle qui s'attelle à violer massivement les droits de son peuple, ce pays-là, je pense qu'il n'a pas le droit de pouvoir exister. Et c'est pour cela, vous avez vu, l'Organisation des Nations Unies est en train de s'atteler, et surtout des structures des droits de l'homme, pour regarder et débonner la République démocratique du Congo pour qu'à jamais des personnes s'attellent comme avant à violer constamment les droits de l'homme. Et nous pensons que la personne qui va d'emblée s'hasarder à continuer à violer les droits de l'homme, vous suivrez vous-même ce que la communauté internationale fera de cette personne. Je vous remercie, messieurs les journalistes, et surtout je remercie mes frères et sœurs que vous appelez communément diaspora, mais ce sont des Congolais qui sont ailleurs. Et ça, c'est leur pays. Ça, c'est un pays au centre de l'Afrique. Et c'est un pays au centre du monde. C'est un grand pays. Et ensemble, nous qui sommes sur le terrain, et eux, nous devons conjuguer le même effort
pour rétablir un état de droit, pour qu'à jamais notre pays puisse sombrer. Parce que nous allons barrer les chemins à toute personne qui va souhaiter à ce que le peuple congolais ne se retrouve pas. Et que les Congo sombre. Vous voyez un peu? C'est pour cela que nous demandons à tous les politiciens de comprendre que le moment est venu, réellement, sans exclusion, de se mettre autour d'une même table. Et je suis en train de m'inscrire en faux contre un monsieur, en fait, qui est en train de penser que sans lui, il n'y aura jamais de dialogue dans ce pays. Parce qu'il se prévalent avoir réussi pour avoir organisé les dialogues de cité de l'Union africaine. N'est-ce pas? Je ne vais pas citer cet éminent, mais le travail fait par lui et nous fait voir en fait qu'il y avait réellement les intentions malveillantes de ne pas mettre ensemble tous les Congolais. Et c'est pour cela que nous exerçons, nous demandons sincèrement au chef de l'État de prendre langue avec l'opposition radicale. Et nous demandons à l'opposition radicale de prendre langue avec le président de la République pour sauver les meubles. On doit sauver les Congos. Les Congos et le peuple congolais n'ont pas besoin d'autre chose que de la paix. Vous comprenez un peu? Et ils ont besoin de la démocratie. Ils ont besoin de l'état de droit. Nous continuons à demander que les deux personnalités de notre pays doivent avoir le courage de se retrouver avant la fin du mandat du chef de l'État. Donc nous souhaitons à ce qu'effectivement qu'ils se retrouvent. Et lorsqu'ils vont se retrouver, ils vont se fixer pour les dialogues inclusifs. Pour les dialogues inclusifs. Et cela aiderait à ce que on va avoir une période de transition et ensemble nous allons organiser les élections démocratiques, transparentes, qui engageraient, et nous aurons même à postuler. Nous avons aussi besoin en fait d'abandonner un peu la société civile pour postuler aussi et gérer et contribuer à la gestion de ce pays. Qu'on nous donne des élections qu'il faut pour que nous soyons élus par notre peuple. Merci, monsieur le journaliste. Factory Studio.